Oui, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces magazines de débat et analyse de l'actualité nationale. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Eric Bissello. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Bonjour, mon cher ami, merci pour l'invitation. Je salue fraternellement et encore je réitère mes excuses pour le retard, malgré que nous ne verrons pas ce retard-là. Je vous remercie et puis j'espère que nous allons passer un bon moment et puis je salue les téléspectateurs de la Grande Tribune. Maître Codefroy, avocat et chercheur, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue également. Bonjour, mon cher ami Dan. Ah, c'est encore un Dan. Je dois dire que je suis très heureux, encore une fois, de me retrouver sur ce plateau et de vous rencontrer, je crois, pour la première fois. Oui. Ainsi que mes estimés confrères que je ne rencontre pas pour la première fois. Bon, on est déjà habitués, on se connaît déjà. Et en même temps, je salue aussi tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Maître Richard Mpinda, cadre de l'IDPS, il est avec nous. Maître, bienvenue également. Déjà, merci. C'est vraiment une question, une thématique qui vaut son pesant d'or. Parce qu'il est question de savoir quel est le statut qui permettra à ce que l'on puisse poursuivre soit Matata, continuer de poursuivre Matata Mponyo ou éventuellement Joseph Kabila. Donc je salue mes co-débatteurs, je vous salue, vous remercie de m'avoir improvisé. Merci maître. Et donc je salue aussi ceux qui nous suivent. Nous pensons que ça sera un débat très technique parce que sur ce plateau vous avez des avocats, des praticiens de droit et vous-même d'ailleurs un étudiant en droit. Et donc nous pensons que ceux qui nous suivent seront très attentifs à ce que nous allons dire et cela permettra à ce que nous puissions éventuellement ressortir les connaissances qu'il faut pour permettre à ce que la lanterne des uns et des autres puisse être éclairée. Merci beaucoup Maître Richard, vous l'avez déjà annoncé, procès Matata entre la procédure Caméré et Kamuleta, laquelle est légale et puis comment poursuivre un ancien chef d'État en République démocratique du Congo. Quelle analyse faire de ces deux thématiques? Nous vous avons déjà présenté nos invités. Je voudrais bien, avant de commencer cette émission, accorder la parole à Maître Richard Mpinda. Comment avez-vous accueilli ces conflits interinstitutionnels, des lettres en lettres, des réactions en réactions entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale? Quelle est votre analyse? De prime abord, lorsque j'ai vu la réaction de Vital Kamerhe hier soir, moi j'ai eu une autre lecture que les autres n'ont peut-être pas. Moi je compris que tout simplement c'était de la manipulation de l'opinion. Pour quelle fin? Tout simplement. Déjà, pourquoi cela? Avant d'en arriver pourquoi avoir tiré cette conclusion-là? Je parle du principe que Vital Kamerhe est entouré des juristes de haute facture. Je peux en citer. Vous avez le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est professeur de droit, professeur de relations internationales. Il est aussi avocat, rodé, le professeur Chibumbaï. Donc c'est quelqu'un de convaincant et de convaincu. Au-delà de ça, vous avez le cabinet de Vital Kamerhe, vous avez Maître Saté qui est là, vous avez un de ses proches qui n'est pas... Non, je parle du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et donc vous avez aussi le Maître Mayo Mandiki Mapata, que nous on aimait appeler Mobali Abassébélé. Ça ne voulait pas dire Mobali Abassébélé pour Abassébélé, non, c'était parce qu'il est né entre les femmes. Et donc... vous avez, ils sont nombreux. Vous avez le professeur Ndjouli qui d'ailleurs a été en difficulté, le rapporteur de l'Assemblée nationale a été en difficulté lorsqu'il s'agissait de répondre à cette question-là sur Top Congo. Et je le dis, j'insiste, le professeur Ndjouli, constitutionnaliste qu'il est, il était en difficulté de pouvoir répondre à cette question-là. Ils sont nombreux. Vous avez la commission PAJ qui existe déjà, vous avez des juristes de renommée, vous avez au sein même de l'Assemblée nationale, vous avez le professeur, j'ai dit professeur et maître Bata,
Ok. Donc ils sont nombreux. C'est toute une liste s'il faudrait revenir là-dessus, et l'un après l'autre. Alors, merci. Et donc, je réponds à la réaction. Et donc, je disais tout simplement que c'était de la manipulation. Vital Kamerhe a perdu son influence auprès du président de la République. Le rôle que devait jouer Vital Kamerhe pendant la période où il annonçait d'ailleurs la venue du M23, l'occupation du M23, l'avancée du M23 qui créait une démobilisation chez la population, qui créait une certaine frustration, qui créait de la peur dans la population. Pendant cette période, il n'a pas joué le rôle qui était attendu de lui. Rappelez-vous, le président s'est réuni avec l'Union Sacrée, il l'a dit de manière claire. Je m'attendais à ce que vous n'ayez pas cette réaction-là. La réaction que vous aviez n'était pas celle-là. Et donc, il sait qu'il a perdu la grâce qu'il avait auprès du chef de l'État. Mais voilà maintenant qu'il doit manipuler la population pour éventuellement trouver des justifications. Si aujourd'hui il était éjecté, qu'il ait au moins que les gens se disent au moins il va gagner pour le bas qui boit ça là qui boit ainsi de suite. En réalité, il le sait. Il a fait d'ailleurs. C'est une réaction politique. C'est une réaction politique de sa part. Vous voyez ça, c'est une réaction politique, ça n'a rien à voir avec le droit. Parce que là où il est, comment il est entouré, il est à même de pouvoir faire une analyse conforme. Nous allons revenir au fond pour démontrer que, si vous me laissez le temps, je peux vous dire. On revient. Alors, Maître Eric, votre analyse par rapport à ces conflits, selon ce que Maître Richard vient de nous étaler comme condensé. Effectivement, il faut reconnaître que Maître Pina a raison sur un fait, c'est un différent politique. Effectivement, Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, a voulu alerter, bien fixer à la Cour constitutionnelle les limites de ses prérogatives. C'est-à-dire que, en tant que président de l'Assemblée nationale, il a un certain nombre de prérogatives et de protections liées et des responsabilités à l'égard des députés. Et dans le cas d'espèce, est-ce que la question qui se pose d'emblée, est-ce que Matata Mponyo peut être jugé par la Cour constitutionnelle? Dans le fond, ce n'est pas ça qui a été déterminé. Mais si nous devons nous souvenir, il y a Dieudonné Kalouba, en 2002, qui nous avait déjà donné des éléments. Il avait rendu une ordonnance en disant que non, Matata Mponyo ne pouvait pas être poursuivi. Je n'abonde pas dans ce sens-là, mais en tout cas, c'était la décision de la Cour constitutionnelle. Et la décision de la Cour constitutionnelle, ça s'impose à tous. Ça s'imposait également à la Cour constitutionnelle. Ça lui a coûté son poste. Nous avons vu Dieudonné Kamuleta arriver dire revirement total. Non, 180 degrés, il peut être poursuivi. Parce qu'entre-temps, on l'avait envoyé à la Cour de cassation. La Cour de cassation s'est déclarée irresponsable, incapable de juger le sénateur à l'époque. Et donc voilà la situation. Donc moi je reste d'avis d'emblée d'abord que chacun a son juge naturel. C'est-à-dire au moment où l'affaire Bukanga Lonzo est arrivée, Matata Mponyo était Premier ministre. Et le juge naturel et Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. En outre, il y a des principes de droit, notamment de cristallisation des peines. C'est-à-dire, à un moment donné, nous pouvons cristalliser cette situation parce qu'au moment où les faits ont été commis, il était ministre, Premier ministre. Il pouvait, pour moi, à mon sens, être jugé devant la Cour constitutionnelle. Mais l'arrêt Kalouba, qui était motivé, nous impose, en tout cas nos juristes, de ne pas avoir d'autres positions. Après, on peut rédiger, réfléchir. Cela n'empêche que dans le conflit qui oppose actuellement le président de l'Assemblée nationale et ceux de la Cour constitutionnelle, c'est dire vous devriez d'abord nous consulter pour lever l'immunité du député national, conformément à l'article 107 de la Constitution, alinéa 2 et 3. C'est fondé. Kamuleta, le juge constitutionnel, répond ce n'est pas un fait nouveau, c'est un fait qui est en cours. On n'a fait que sur soi, mais on a repris un débat qui avait commencé. Mais ça ne change rien sur le fond de l'article 107 alinéa 2 et 3. Pendant la session ou en dehors de la session, il faut soit l'autorisation de l'Assemblée, soit du bureau, dans tous les cas, pour poursuivre un député national. Ça, c'est un. Et de deux, il y a effectivement, sauf en cas de flagrance. Et Kamuleta fait comme si nous étions dans une posture de flagrance. Fait comme si nous étions dans une posture de flagrance en disant, non, dans sa réflexion,
dans la logique de flagrance, il peut être jugé, il peut être demandé à comparaître devant nous sans que nous ayons à vous consulter. Mais le président de la Cour a précisé que le procès était en cours. C'est à la Cour d'écrit, c'était au parquet de redemander les poursuites ou la levée plutôt des immunités. Dans tous les cas, le processus a commencé quand? En 2002. C'est-à-dire que, il n'était même pas député, il était sénateur, Matata Ponyo. Donc vous comprenez. Donc c'est même ça, c'est biaisé. Ok. Le fait, il abonde aussi disant, le fait que Matata Ponyo ait comparu, cela nous a fait croire qu'il avait automatiquement abandonné ses prérogatives et ses immunités. Mais je n'en vois pas une telle formulation dans les articles 107 de la Constitution. Donc, c'est ce qui est sûr et certain que, manifestement, les décisions du président de la Cour constitutionnelle est emprunt, détiennent d'une certaine emprise politique. Et nul doute que Matata Ponyo va user, nul doute que, surtout que le président de l'Assemblée nationale a évoqué également d'autres acteurs qui étaient concernés par les faits judiciaires, mais dont on a eu notamment Kazadi, Nicolas Kazadi, qui était ministre des Finances. Il faut respecter, comme Kazadi, il faut respecter également pour Matata Ponyo les mêmes principes. C'est ça que a argumenté le président de l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'il est dans le fond, il est dans le vrai. Mais de l'autre côté, tellement c'est politisé. Ici, on est en train de donner à la population quelque chose qu'on demandait depuis longtemps, des explications sur un fiasco de milliards et de millions de dollars, parce que ce n'est pas rien, 200 millions ne peut pas disparaître sans qu'on nous donne des explications. Je rappelle juste une chose, Matata Ponyo était Premier ministre, il a participé. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, il y a encore un autre Premier ministre qui est au Sénat, donc également il faudra plus tard rendre des comptes sur les millions de dollars qui sont sortis, dont nous ne voyons pas les résultats aujourd'hui dans la politique amenée par le chef d'État. Merci beaucoup. Alors, Maître Godefroy, entre la procédure Kamere et Kamoleta, qu'est dit la loi? Qu'est-ce qui devrait normalement être fait? Merci bien. Je crois que je dois aborder dans le même sens que mon estimé confrère Maître Pinda, en voyant dans la démarche du président de l'Assemblée nationale, pratiquement, je ne veux pas, et je dois être quand même tendre à son égard, mais je vois en tout cas dans sa démarche une certaine manipulation. Manipulation, pourquoi? Vous savez, lorsque vous examinez les faits tels qu'ils se sont déroulés, un peu l'intervention du président de l'Assemblée nationale, qui vient d'emblée nous parler d'un certain Kazadi. Ça a été fait à l'occasion de la procédure contre Kazadi, mais pourquoi ne pas le faire à cette occasion? Normalement, logiquement. Quel intérêt a-t-il à parler de Kazadi? Vous savez, qu'est-ce que cela a, n'est-ce pas, apporté comme vague de réactions dans le pays? Il était dans le respect. On est en train de s'acharner sur Matata alors qu'on a favorisé Kazadi. Parce que qu'est-ce que Kamere dit, Vital Kamere? Il nous dit, mais ça a été fait à l'occasion de Kazadi. Nous avions levé les immunités. Et puis après, il a été blanchi par la justice. Ou bien que le même Kamere a été poursuivi. Le procès s'est déroulé publiquement. Il a été aussi blanchi comme il a été. On pouvait, n'est-ce pas, en tant que des praticiens de droit, en tant que juriste, en tant que scientifique, on pouvait aussi reprocher quelque chose à ce qui est arrivé lors de son procès. Mais pourquoi insister dans l'affaire de Kazadi? Kazadi ne relève pas de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le procureur général près de la Cour constitutionnelle qui avait sollicité la levée des immunités de Kazadi. Kazadi relevait de la Cour de cassation et d'un autre parquet général. Pourquoi, n'est-ce pas, parler de ces deux-là et dire, vous avez, est-ce que la Cour constitutionnelle, est-ce que le procureur près de la Cour constitutionnelle était celui qui avait sollicité la levée des immunités de Kazadi? Après quelque temps,
Alors que le président de la Cour constitutionnelle avait, usant de sa sagesse, n'est-ce pas, parlé, rappelant pratiquement à l'ordre le président de l'Assemblée nationale en lui disant qu'il n'était pas de son pouvoir de s'ingérer dans le fonctionnement de la justice en vertu de l'article 151 de la Constitution. Mais quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous apprenons que finalement l'Assemblée nationale, le bureau avait écrit, bon, nous avons appris après que c'était une recommandation, il semble, de la plénière qu'il avait écrit pour demander, comme son président avait dit, qu'ils étaient en train d'attendre, n'est-ce pas, qu'on puisse leur écrire, comme si c'est la Cour qui devait écrire à l'Assemblée nationale pour lever les immunités. Donc ils étaient en train d'attendre, ils vont formaliser ça par une lettre. Mais après quelque temps, nous apprendrons encore que 50 députés, bon, on ne sait pas de quel bord, avaient écrit également, avaient initié une résolution demandant aux cours et tribunaux de respecter les immunités. Okay. Alors ça devient sérieux. D'abord, sur le plan de la forme, il faut se demander, est-ce que ça relève du pouvoir de l'Assemblée nationale? Fût-ce la plénière de demander cela aux cours et tribunaux? Ils savent, ceux qui ont parlé de la résolution, ils savent que la résolution est définie par l'article 24, n'est-ce pas, de leur règlement intérieur. Okay. Vous allez voir qu'il ne leur revient pas dans leur propre règlement, n'est-ce pas, de solliciter ce qu'ils sont en train de demander là. Parce que, et puis ils sont allés même plus loin pour dire non, le procureur général doit retirer ce qu'il a dit à l'audience. Je ne sais pas en vertu de quel pouvoir. Mon estimé confrère, je crois tous nous sommes ici, nous sommes praticiens de droit. Je ne sais pas en vertu de quoi eux qui ne participent pas, n'est-ce pas, au fonctionnement de la justice pouvaient demander, n'est-ce pas, que le procureur puisse retirer ce qu'il a dit à l'audience. Notez, pour terminer, ça je suis sur le plan jusque-là de la forme. Nous allons entrer au fond pour vous montrer que ce que mon estimé confrère est en train de dire, en disant qu'il était couvert par les immunités et qu'il fallait écrire de nouveau, n'est pas fondé. Mais sur le plan de la forme, lorsque vous lisez les articles, bien qu'il avait le statut de... on va y revenir, on va arriver à ça. Mais lorsque vous lisez les articles 149, 150 et 151 de la Constitution, vous allez voir que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et que c'est lui seul, et ce pouvoir-là n'est dévolu qu'aux cours et tribunaux, pas au Parlement, s'il vous plaît. Okay. Et les juges n'est soumis dans sa juridiction qu'à l'autorité de la loi, pas à une résolution de l'Assemblée nationale. Et que celle-ci, en vertu de l'article 151, ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement de la justice. Donc vous comprenez que déjà, la démarche est mal partie. Et c'est pour cela que dans la lettre du président Kamouleta, il a rappelé en des termes tout à fait simples. Si c'était moi, j'aurais pu être beaucoup plus direct. Mais il a rappelé encore au respect de l'article 151 de la Constitution. Maître Richard, le conflit entre les articles 207 et 151. Qu'est-ce qui, de votre analyse, d'abord par rapport aux réactions, et puis qu'est-ce qui devrait être fait selon la procédure? En principe, ce qui devait être fait a été déjà fait et de la meilleure manière que possible. Je voudrais que, avant de commencer à lire la loi, que nous puissions faire un distinguo entre un juge et un procureur. Okay. Le juge est celui qui est appelé à trancher un litige. Nous aurions été devant les cours et tribunaux, vous auriez été le juge.
C'est-à-dire que c'est vous qui avez la police des débats, c'est-à-dire que c'est vous auprès de qui nous soumettons notre souci, de manière à ce que vous y répondez en vous fondant sur la loi. Et de l'autre côté, vous avez le procureur, que nous appelons l'organe de la loi, qui est à la fois une partie de l'exécutif. Quand on dit une partie de l'exécutif, c'est-à-dire que administrativement a une autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre de Justice, ok. Et d'une autre part, il est parti au procès, c'est-à-dire qu'il participe à la mission de dire le droit. Un élément important, le juge, ou plutôt le magistrat du parquet, le procureur, participe à la mission de dire le droit devant le cours des tribunaux. Le juge dit le droit, c'est différent. Très bien. Le juge, lorsque nous sommes au prétoire, moi, Maître Mpinda, avocat, malgré que nous n'intervenons pas en cette qualité ici, je participe aussi à la mission de dire le droit au même titre que le magistrat, le procureur. Ok. Ok? C'est-à-dire que j'ai un statut identique au parquet dans ma mission. Mais lorsqu'il est au parquet, lorsque le procureur est au parquet, il est à la recherche des infractions. Ça veut dire quoi? Il observe, il poursuit, il prépare le dossier à soumettre auprès. Maître, à qui la lettre des Camer devrait normalement être adressée par rapport à cette explication? On dit si les prémices sont bien compris, les restes plutôt va aller de soi. Allez-y. Voilà pourquoi je vois le confrère lorsqu'il bouge la tête, il comprend où je veux en venir. Je voudrais que nous fassions ces distinguos. C'est vraiment très très important. Alors, il est à la recherche des infractions. Lorsqu'il va ouvrir un dossier pour les communs des mortels, même pour nous les avocats, il doit avoir l'autorisation du parquet général. Ouais. Et le parquet général doit en informer le bâtonnier. Vous voyez, il y a une procédure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain, on met la main sur un avocat. Ah non, pas du tout. Il y a des préalables. C'est de la même manière que pour poursuivre un député, un parlementaire, la question c'est que nous allons maintenant poser est de savoir que dit la loi. Prenons l'article 107 de la Constitution. 107 de la Constitution, alinéa 1er. Et ici encore, nous devons distinguer deux types des immunités. Nous avons les immunités absolues et les immunités relatives. Alinéa 1er. Qu'est-ce qui est dit? Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. On ne peut pas poursuivre un député pour un vote ou pour une opinion dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des immunités absolues. Nous avons un cas de figure chez nous ici au Congo. Nous avons vu un député sous 1+4 tenir des propos désobligeants à l'égard du président Tshisekedi au prétoire, plutôt, à l'hémicycle. Et il n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Parce qu'il était couvert par les immunités absolues qui ne peuvent être enlevées. Les immunités, retenons deux immunités, absolues et relatives. Maintenant, nous prenons l'alinéa 2. Soyez très attentifs à ce que je dis. On dit, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté. Retenez ce que j'ai dit. On dit, l'alinéa 1 a dit, être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé. Mais ici, on n'a donné que deux attributions. On dit, alinéa 2 dit, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté. Poursuivi, on n'en donne que deux. Poursuivi ou arrêté. Lorsque j'ai essayé de définir ici le rôle du procureur, vous vous êtes dit, maître, est-ce que la lettre devait ainsi de suite? C'était parce que j'avais un intérêt. L'intérêt ici, on a donné à l'alinéa 2 que les prérogatives qui reviennent exclusivement au parquet, au procureur. C'est le procureur qui poursuit, il prépare le dossier. Poursuivre, c'est-à-dire qu'il vous prend, il vous met devant votre juge naturel. Au point barre, il perd contrôle sur vous. Il perd complètement contrôle sur vous. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il a préparé le dossier, il vous soumet à votre juge naturel.
Nous revenons maintenant. Ici, on dit ne peut être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance. En cas de flagrance, on n'a pas besoin d'une autorisation, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Ici, le législateur a voulu tout simplement nous dire ceci, que l'autorisation dont question ici doit émaner du parquet. Très bien. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire les distinguos entre le procureur et le juge. Le juge, lorsque vous lisez l'article 149, n'a d'autorité que la loi. Lui n'entend pas plutôt, j'allais dire, la réflexion de Vital Kamerhe à l'hémicycle. Ce que dit Vital Kamerhe à l'hémicycle n'a pas d'impact. Ce que dit le président Tshisekedi à l'Union africaine n'a pas d'impact sur lui. C'est-à-dire que ce dernier, c'est-à-dire le juge, n'ayant d'autorité qu'à la loi, je vous ai dit, nous sommes revenus sur l'alinéa 2. L'alinéa 2 n'a évoqué que deux prérogatives, deux attributions. Et les deux attributions reviennent exclusivement au magistrat du parquet, au procureur. Mais lorsque le procureur prépare le dossier et qu'il soumet au juge, tout professionnel de droit, tout praticien de droit le sait. Qu'à ce moment-là, le magistrat perd le contrôle du dossier et du prévenu. D'ailleurs, il a changé de statut. Parce que lorsqu'il est entre les mains du magistrat procureur, il est détenu. Il est inculpé. Mais lorsqu'il arrive devant le juge, son statut change. Il devient prévenu. Merci, maître. Vous voyez ça? Oui. Et donc, le législateur, d'une clarté sans conteste, vous dit de manière claire que le juge n'est pas concerné par l'autorisation. Voilà pourquoi le professeur, je disais le président Kamuleta y a répondu en disant que la situation est en cours. On demande l'autorisation pour commencer, débuter une procédure à l'égard d'un député. Mais ici, la levée des immunités, il est déjà passé avec le procureur Jean-Claude Munkolo. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'ici, on oublie la procédure est en cours. Et d'ailleurs, comment en sommes-nous arrivés à ces stades? Oui, comment en sommes-nous arrivés à ces stades? Tout simplement parce que il a prétexté qu'il était candidat président de la République, c'est lui qui allait devenir président de la République, et voilà qu'on le faisait exprès pour l'exclure du processus électoral. Qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté. D'ailleurs, il a même violé la constitution, la procédure pénale, parce qu'aucune procédure n'autorisait 9 mois. À 6 mois. On a renvoyé à 6 mois. Aucune procédure ne l'autorise. C'est-à-dire qu'il a créé un précédent. Okay. Et d'ailleurs, ils ont un caractère délégiféré. Voilà, ils ont créé une situation. Maintenant, revenu, on devait examiner. Okay. Je me réserve de revenir sur ce qu'il a relevé. Lorsqu'il dit l'arrêt Kalouba a été déjà prononcé, avait déjà réglé la situation. Je vais revenir puisqu'il s'agit d'une question de forme. Merci beaucoup. Alors, maître Eric, les dossiers semblent être politiques et judiciaires. Matata Ponyo l'a toujours dénoncé. Comment vous êtes en train de voir l'avenir politique de Matata Ponyo? Je crois que, tout d'abord, si le président de l'Assemblée nationale a adressé un courrier au président de la Cour constitutionnelle, c'est parce que c'est lui qui a rouvert le débat. L'ouverture des débats s'est faite à travers son entremise. Donc c'est vrai que Matata Ponyo était déjà devant les juridictions compétentes. Dans l'entendement de M. Kamerhe, c'est de dire, mais vous ne pouvez pas poursuivre un député alors qu'il est député, parce qu'entre-temps, il est devenu député sous la législature. Entre-temps. Mais l'article 607 ne parle pas du moment où l'infraction a été commise, si la personne était députée ou pas. Il parle du fait que la personne est députée actuellement. Moment se mettant. Donc on ne parle pas de avant quelle était sa qualité, ainsi de suite. Non, on parle pour être poursuivi et arrêté. Et dans la perspective actuellement, qu'on interprète comme on veut,
Mais il y a une poursuite contre Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle. C'est vrai que c'est vraiment une belle leçon de droit, mais autant d'acteurs dont chacun tire le droit de son côté, nous met mal à l'aise. Il s'en sort. L'avenir de Matata Ponyo, moi je réitère, je dis, Matata Ponyo avait déjà, il nous semblait normal, même ne serait-ce qu'en travers l'Assemblée nationale, quand il y a eu changement de législature, l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, ben, il était normal qu'on interroge l'ancien Premier ministre, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale, pour connaître l'affaire Boukangalonzo, c'est comment. Qu'est-ce qu'il en est? Donc politiquement, il est responsable à 200%. Mais judiciairement, il fallait faire les choses comme il se devait. Et moi, je crois que l'arrêt Kalouba, ça avait du sens. Ce n'était pas quelque chose d'émotionnel. Kalouba n'avait pas un intérêt particulier avec Matata Ponyo, pas à ma connaissance. Maintenant, il est vrai que Matata Ponyo ne peut pas venir nous dire, en tout cas, de manière récurrente, qu'il est la victime expiatoire d'un régime, mais non. C'est ce qu'il dit. Les réfis, soyons sérieux. Intégrer l'union sacrée. Soyons sérieux, soyons sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te demander de compte de 200 millions de dollars, c'est évaporé. Mon argent, tu étais Premier ministre. Mais viens, si tu n'avais pas mis les mains à la pâte, viens nous expliquer où est parti cet argent, qu'est-ce qui s'est passé. On a arrêté Vital Kamerhe pour l'affaire des 100 jours, parce qu'il a mis la main à la pâte. Mais de la même logique. Donc, à un moment, nous serons conséquents avec nous-mêmes. Il n'est pas blanc, il n'est pas innocent. Cela ne nous empêche pas, quand même, nous, d'avoir le bon sens et de donner le droit et de le respecter. Et je crois que c'est vrai que, d'un autre côté, il y a une surenchère de la part de Vital Kamerhe, qui a voulu venir au-devant de la scène, créer une... Moi, je l'ai interprété comme étant une institution qui s'est déliée, ou bien qui veut absolument se délier de l'indépendance, gagner son indépendance du pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe veut en être... Il demande le respect de la Constitution. Non, il veut en être politique. Tout est politique avec ces gens. Il veut, en fait, gagner l'indépendance au regard du président de la République. Parce que de l'autre côté, nous savons, nous constatons, nous l'avons constaté, que la Cour constitutionnelle était effectivement au bon soin de la volonté du chef de l'État. Donc c'est vrai que peut-être il n'y a pas eu d'injonction de l'exécutif. Il n'y a pas eu d'intérêt particulier à mettre sur le crucifix Matata Ponyo. Mais il y a quand même du bon sens. Il n'est pas... ne serait-ce que même s'il peut... Parce qu'il se pourrait, quand il y a une prescription en droit, que vous ne soyez pas poursuivi, condamné en tout cas, mais vous pouvez être poursuivi pour qu'il y ait clarification et que nous dégagions une certaine vérité, même si en termes de peine, vous seriez exempté de peine. Vous comprenez? Parce que là, il est une question d'affaires publiques, de responsabilité. Est-ce que vous pensez, avant de remettre, vous pensez que Matata Ponyo est tombé dans ses propres pièges? Je crois que oui, il fait de la surenchère. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être l'éternelle victime. Les véritables victimes, c'est la population congolaise. Les véritables victimes, je dirais même, c'est Joseph Kabila qui vous a fait confiance sur un projet qui aurait pu changer la situation économique et sociale de Kinshasa. Mais ça n'a pas été le cas. Et là, je crois qu'il faut arrêter. Matata Ponyo n'est pas victime. Merci beaucoup. Maître, vous avez également 6 minutes. Vos réactions, s'il vous plaît. Je crois que un dossier politique, oui, mais nous ne parlons pas politique ici. Nous devons, n'est-ce pas, apporter des arguments de droit pour éclairer les politiques. Et je crois, je note avec satisfaction que mon estimé confrère Maître Bisselo, finalement, aura compris que Kamerhe n'avait pas raison de dire ce qu'il avait ou d'entreprendre la démarche qu'il avait entreprise, que ce soit en politique ou en droit, et surtout en droit. On ne peut pas demander, n'est-ce pas, que on puisse entreprendre encore la démarche de solliciter la levée des immunités de Matata en tant que député national cette fois-ci. Parce qu'il n'a acquis cette qualité qu'en cours de procédure. Mais à l'entendre parler, je n'ai pas très bien, ce que je n'ai pas très bien apprécié, c'est que bon, il a dit
que l'interprétation qu'on semble donner au terme poursuite, le terme poursuite, serait erronée parce que les poursuites également en cours, n'est-ce pas, de procédure, on doit parler toujours de poursuites. Okay. Mais moi, je crois que ce serait mieux que nous puissions apporter. Il est vrai, je le reconnais, que cette disposition ici n'est pas aussi claire que l'est l'article 59 de la Constitution belge. Parce que dans la Constitution belge, ce qui est soumis à l'autorisation, c'est le renvoi du prévenu devant la juridiction ou la citation directe. Ça, c'est dit clairement. Chez nous, on parle seulement de poursuite. Okay. Mais néanmoins, ce serait mieux de comprendre ce qui est dit réellement. Et là, je vais prendre, parce que en tant que député, Matata est justiciable de la Cour de cassation. J'ai ici la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Okay. J'aimerais que nous puissions lire cette loi pour que nous puissions voir où se situe l'obligation de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale. Je prends d'abord l'article 75. Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur bureau selon le cas, si le procureur général, près la Cour de cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire un réquisitoire aux fins de l'instruction. D'abord, un réquisitoire aux fins de l'instruction. L'autorisation, une fois obtenue, le procureur pose tous les actes d'instruction. On parle du procureur. Je prends l'article 77. Si le procureur général estime devoir traduire l'inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire aux fins d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. Voilà. Une procédure en deux phases. D'abord, pour commencer l'instruction, réquisitoire aux fins d'instruction. Pour traduire maintenant l'intéressé devant la juridiction, comme c'est le cas en droit belge, et un réquisitoire aux fins de lever les immunités et aux fins de poursuite. Donc, voilà le sens des termes. Et si vous prenez même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous pouvez voir les articles 106, 106 et 107, je crois, de ce règlement. Mais j'aimerais faire voir quelque chose pour vous voir combien on a été clément envers M. Matata Ponyo. Je reviens à l'article 107 de la Constitution ici. Souvenons-nous que Matata, sénateur, le procureur général avait sollicité, n'est-ce pas, l'autorisation de poursuite au Sénat. Et le Sénat avait rejeté en assemblée plénière. Maintenant, il a attendu, lorsque nous sommes arrivés en vacances parlementaires, il est revenu à la charge avec la même demande adressée cette fois-ci au bureau. Et le bureau va autoriser. Mais qu'est-ce que le procureur avait demandé au bureau? Il demande la levée des immunités. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui devait normalement être fait? Parce que ça c'est une disposition sur laquelle beaucoup de gens ne semblent pas être éveillés. Lorsque nous sommes en dehors des sessions, qu'est-ce qui doit être fait? L'alinéa 3. J'aimerais que vous puissiez lire ça et je vais donc terminer là. En dehors des sessions, article 107, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. On ne parle pas de poursuite. Du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrance délit, des poursuites autorisées ou des condamnations définitives. Pendant les vacances, on ne sollicite pas l'autorisation de poursuite.
c'est l'autorisation d'arrestation. Il n'y a que l'arrestation qui est interdite. Mais on peut entreprendre des poursuites. Donc, on a été assez clément envers lui. Il fallait tout simplement le déférer devant la cour sans solliciter même cette autorisation. C'était de trop. Maintenant, sera jugé par défaut et puis... Bon, je crois comme vous avez dit, Kamere l'a desservi. Kamere l'a desservi parce que, bon, dans tous les cas, il n'a aucun pouvoir sur, n'est-ce pas, au lieu de contrôler le gouvernement, nous attendons ça. Nous vivons dans le noir. Nous avons beaucoup de défis. Au lieu de contrôler le gouvernement, on voit que le Parlement commence à vouloir contrôler les cours et tribunaux, à vouloir prendre des résolutions qui s'imposent. Non, j'allais abonder dans le sens qu'effectivement, c'était bâti lors des vacances parlementaires sénatoriales, avait accordé l'autorisation de poursuite. Mais il y a quand même un aspect, il y a un aspect très important. C'était, Normalement, c'est l'autorisation. il y a ce qu'on appelle une citation directe. Ça laisse un vide assez incroyable. Parce que être poursuivi, c'est une chose. Et même moi, je dis même le fait d'être arrêté. Être arrêté pourquoi? Parce que les parquets peuvent vous mettre en arrêt en attendant de vous présenter devant votre juge naturel. Mais est-ce que ça, on va considérer que c'est un arrêt, le fait d'être arrêté et d'être écroué? Il y a quand même une distinction entre le fait d'être écroué, après une décision judiciaire vous condamnant à du ferme, ou bien le fait d'être mis à la disposition de la justice. Est-ce que par le fait de citation directe, nous élaguons l'article 107, parce que c'est poursuivi? Non, moi je vous attaque directement en tant que député national, et nous allons devant notre juge, votre juge naturel, ou les miens. Donc, c'est quand même assez... Quand on parle de la Constitution, effectivement, il faut clarifier, comme effectivement la Constitution belge, également préciser, surenchérir, pour pouvoir apporter un peu de lumière. Il y a beaucoup, effectivement, on a fait des choses de manière condensée, comme si ça allait de soi. Sauf que, de manière pragmatique, ça crée des interprétations. C'est là que le politique attaque, en fait. Et ça profite à qui? Ça profite à celui qui se plaint, qui se dit victime. Il suffit d'avoir un parti politique, d'avoir de l'argent, tu envoies des communicateurs faire du bruit. Et surtout que nous sommes très, très, très régionalistes. Votre région, les caucus de Mintel vous soutiennent, vous pèsent un peu d'argent. Ça vous fait passer pour une victime. Maître, vous avez 6 minutes, comme ça on prend la dernière thématique. Oui. Je crois que en fait, on le disait ici tout à l'heure que c'était vraiment une question très technique. Ici, nous pouvons rester en droit. Parce que lorsqu'il évoque la question de la citation directe, je me demande s'il y en a eu. Il n'y a pas eu. Pas du tout. Non, mais il faut réfléchir. Je ne parle pas de ce cas. Non, il est en train de... Nous sommes dans un autre contexte. Et je pense qu'à la lecture de l'article 75 qu'a évoqué ici le confrère en cas de poursuite, ok, j'allais même dire que j'étais un peu jaloux de lui parce que j'étais en train de me fourvoyer dans la procédure pénale. Je disais une disposition, laquelle disposition 75 ici, qui soumettait le parquet à une autorisation préalable. Et d'ailleurs, c'est la lumière qu'on apporte à la lanterne de l'article 107 de la Constitution de la République. Et donc ici, d'abord... Le règlement intérieur, hein. Là vous me parlez de règlement intérieur. Avant de réfléchir sur le règlement intérieur, parlons d'abord de la Constitution, s'il vous plaît. Non, la loi, la procédure devant la Cour de cassation. Et cette procédure est aussi reprise dans la loi devant la Cour de cassation. Parce qu'il s'agit des personnes levées en dignité. On ne peut pas les poursuivre comme ça. La loi voudrait qu'ils soient d'abord soumis à l'autorisation. Et ici, l'article 75, c'est un blocage à la citation directe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recourir à la citation directe pour poursuivre un député, un ministre et autres. Il faut passer toujours par le parquet. Et le parquet apprécie et éventuellement, s'il y a lieu de poursuite, le parquet fait quoi? Recours à la levée des humanités, à l'autorisation d'abord de poursuite et éventuellement à la levée des humanités. Je voudrais revenir encore sur une autre question qui est importante. D'ailleurs, avant d'y aller, vous avez la différence entre le parquet. L'article 75 pose le principe, pose les attributions du parquet. Et lorsque le parquet a fini ici, le parquet
soumet le juge pour trancher. J'ai même lu là, pour être encore beaucoup plus, j'ai pris le dictionnaire de Maître Ilunga. Lorsqu'on dit poursuite, ça veut dire action de poursuite, action de suivre pour rattraper, sans saisir, effort à atteindre pour prendre possession d'une chose inaccessible. Juger, ça veut dire quoi? Soumettre une cause à la décision d'une juridiction. C'est-à-dire que le parquet, après avoir mis en application l'article 75, soumet à son tour à la décision du juge. L'article 149 est clair, il dit le juge n'a pas d'autorité que la loi. Lorsque vous lisez l'article 151, vous dit davantage qu'il consacre même le principe de la séparation de pouvoir. Il vous dit que nul, c'est-à-dire le Parlement, alinéa 2 de l'article 51, il dit le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différents juridictionnels, c'est ce qui se passe entre la République, Matata Mponyo, non, le parquet, Matata Mponyo et la République, devant le juge. En ce moment-là, la constitution que Vital Kamerhe veut qu'on puisse appliquer dit ceci: le pouvoir législatif et législatif, je remplace par le nom, Vital Kamerhe ne peut ni statuer sur des différents juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Vous voyez ça? Et d'ailleurs, pour encore apprécier, lorsque vous retournez un peu à l'article 107, lorsqu'on vous dit arrêter, mais ce n'est pas le tribunal qui arrête. Les tribunaux se prononcent sur une décision, et lorsqu'ils se prononcent sur les décisions, le parquet reprend la charge. C'est-à-dire que lorsqu'on aura condamné Matata Mponyo, le parquet reprendra la charge pour arrêter. Vous voyez, donc les attributions sont claires sur cette question-là. Je voudrais revenir sur ce que les... l'arrêt comme... Oui, je reviens sur ça. Lorsqu'on a suivi ce même procès en direct, nous avons vu réagir sur une question, j'ai tendance à dire le professeur Kamuleta parce qu'il a donné un cours magistral, le président Kamuleta. Maître Nyabirungu Mweneso, professeur de droit à l'université de Kinshasa et ainsi qu'ailleurs, est intervenu. Lors de son intervention, il a dit ceci: lorsque je donne cours à mes étudiants, je leur dis, lorsque moi, le professeur Nyabirungu Mwenesona, que nous avons vu, en tout cas, Mwenesonga, lorsque il donne cours à ses étudiants, je leur dis, je vous laisse la latitude de compléter. Soudain, il a été interrompu par le juge Kamuleta pour lui dire: maître, ici vous n'êtes pas professeur, vous êtes avocat. C'est un cours de droit qui a été donné, un principe de droit qui a été déroulé, le principe de la cristallisation de la qualité. Vous voyez, ceci répond à la question de savoir, lorsque le juge Kalouba a prononcé son jugement, c'était en quelle qualité qu'il a apprécié la présence de Matata Mponyo par devers lui. Lorsque le juge Kamuleta revient, il donne son arrêt, il a apprécié quelle qualité. Et vous allez suivre de manière très attentive, le juge Kalouba dit ceci: qu'on ne peut pas poursuivre un ancien Premier ministre. On ne peut pas poursuivre un ancien Premier ministre. Est-ce que le juge Kalouba avait raison ou tort? Moi, je dirais que le juge avait raison. Mais pourquoi? Parce que lorsque Matata Mponyo a quitté la fonction du Premier ministre, Matata Mponyo était revêtu d'une autre posture ou d'un autre statut. C'est lequel statut? D'ancien
il n'était plus ministre en fonction. Mais lorsque vous lisez la Constitution de bout en bout, vous ne verrez nulle part, il est écrit qu'on ne peut poursuivre un ancien Premier ministre. Il ne faut pas confondre un ancien Premier ministre et un ministre en fonction. Mais lorsque vous lisez l'article 159, je crois, de la Constitution qui dit que la Cour constitutionnelle est le juge. 163 et 164. 163 et 164. La Cour constitutionnelle est le juge du président de la République et du Premier ministre, point. Vous voyez ça? Les vides juridiques, maître. Non, il n'y a pas de vide juridique. Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi m'expliquer. Il n'y a pas de vide juridique. Je vous ai dit une chose. Je t'ai en la dernière thématique. Le professeur Niabirou, je suis le dernier à intervenir. Oui, oui. Non. Sur cette question. Oui, oui. Non. Vous avez deuxième tour de parole. Non. Moi, je suis. On fait ça. C'est lui qu'on termine avec lui. On fait comme ça. Alors, je disais sur cette question. Non, mais j'étais en train de calculer. Alors, je dis ceci. Le professeur Niabirou Moumouenesona, devant, plutôt en audience, c'est lui-même là. Quand vous regardez comme ça, c'est lui-même qui est professeur de l'autre côté là-bas. Mais pourquoi il ne peut pas parler en cette qualité-là? Parce que la fonction qu'il exerce à ce moment-là lui donne d'autres attributions et il ne peut pas évoquer sa fonction lorsqu'il est à l'école. C'est de la même manière. On ne poursuit pas Matata Pogno en tant qu'ancien parce que de bout en bout, la Constitution ne prévoit pas de poursuivre un ancien Premier ministre. Maintenant, Kamouleta, laissez-moi revenir, conclure. Je vais chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Kamouleta dit ceci. On peut poursuivre Matata Pogno parce qu'il était Premier ministre en fonction de la au moment de la commission de l'infraction. Alors là, Kamouleta, qui dit aussi vrai, vient poser un autre principe qui a été évoqué ici tout à l'heure par Maître Bissélé, le principe de la le principe de la cristallisation de l'infraction et de la qualité officielle. Ce qui fait de la Cour constitutionnelle compétente pour poursuivre. C'est-à-dire que les deux arrêts ne se contredisent pas. Les deux arrêts plutôt évoquent les statuts de l'un de l'autre. Maître, alors, on termine ces dossiers dans... Non, moi je voudrais d'abord dire que bon, je ne partage ni le point de vue de l'un ni de l'autre, mais je pense que c'est une question qui nécessite peut-être tout un débat à elle seule. Je ne saurais pas aborder cette question-là, mais seulement je dis que normalement c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge de l'ancien Premier ministre. Pour les faits de ses fonctions. C'est la Cour constitutionnelle, je peux les démontrer. Mais seulement, on n'aura pas assez du temps. Mais je vais chuter quand même sur une chose pour clôturer cette première thématique. C'est que, quelle que soit la position prise par la Cour constitutionnelle, en vertu de l'article 168 de la Constitution, les arrêts de celle-ci s'imposent à tous les pouvoirs publics. Et sur le débat qui est ici engagé, c'est pourquoi j'ai dit que Matata Pogno a été sacrifié par Vital Kamerhe. Il est tombé dans un piège et malheureusement peut-être ça peut être pour son malheur. Parce que vous savez, quand la Cour aura rendu sa décision, celle-ci sera sans appel, sera sans recours, elle sera immédiatement exécutoire. Voyez un peu les malheurs. Le confrère a dit que le juge de la Cour constitutionnelle est le juge de l'ancien Premier ministre. Je rappelle au confrère que la Constitution dit que la compétence est d'attribution. Ok? Nous avons la Constitution de la République. Peut-il nous montrer où c'est écrit que l'ancien Premier ministre, que le juge de la Cour constitutionnelle, l'esprit, la lettre, la doctrine. Parce qu'il faut savoir. Il a compris. Non, il faut savoir une chose. Lorsque la Constitution... Non. Lorsque la Constitution dit Premier ministre, ça ne veut pas dire ancien Premier ministre. Ça dit clairement Premier ministre. Qu'est-ce que Matata fait maintenant à la Cour? Non, mais il fait à la Cour
un principe de droit. Le principe, non. Il est à la cour. D'ailleurs, nous allons aborder la question s'agissant des anciens présidents. S'il vous plaît. Ce sera la même chose. C'est la thématique. Oui, je chute en disant ceci, plutôt allais-je dire, qu'il y ait, en vertu du principe de la cristallisation. C'est-à-dire que lorsqu'on doit, la fiction juridique voudrait que l'on se rapporte au moment de la commission de l'infraction, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il avait comme qualité. Voilà pourquoi on dit, le juge Kamuleta, en motivant son arrêt, il a dit de manière claire qu'il était Premier ministre en fonction au moment de la commission. L'insuce, c'est Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. Maître Eric, dans 30 secondes, on annonce déjà la thématique sur les dossiers Matata Pogno. Débat Kamere Kamuleta. Non, l'essentiel a été dit. Je crois que il y a beaucoup, il y a la matière, mais je crois que ça nous donne également à réfléchir sur la Cour constitutionnelle. Elle n'est pas exempte de responsabilité. Que ça ait été dédonné Kamuleta ou dédonné. Ce sont tous la Cour constitutionnelle, c'est le même pouvoir. Ouais, sont de Dieu donné. Il y a une continuité de pouvoir, mais c'est dommage parce que malheureusement, il y a. J'aurais aimé que nous soyons effectivement dans un état où il y a une séparation franche du pouvoir et qu'il n'y ait pas d'émission permanente du politique. C'est quand la politique est très bien. Mais le problème en est que, c'est pour ça que je rappelle souvent aux grands juges comme le juge constitutionnel, ils ont un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire ils doivent servir la loi et non pas l'individu qui vous a nommé. Les juges ont un devoir d'ingratitude. Et je crois que aussi longtemps que nos juges ne prendront pas cette responsabilité, de considérer qu'ils sont partie prenante de la lumière judiciaire et juridique en République démocratique du Congo et qui peuvent en poser une marque contre la vie du politique pour l'intérêt de la nation. Nous restons toujours dans ce genre de conflit. Comment poursuivre un ancien chef d'État en République démocratique du Congo? Maître Richard Pinda, vous avez 5 minutes et puis nous allons conclure ensemble. Et déjà, comme de manière claire, c'est comme on le dit ici, est-ce qu'on peut poursuivre un ancien président de la République? Ah non. On ne peut pas poursuivre un ancien président de la République. On ne peut pas le poursuivre. On nous a cité un principe ici né au-dessus de la loi, maître. Non, je vous ai dit ceci. Lorsque vous avez la Constitution de la République ici, elle est claire. Cette Constitution ici, dit la Cour constitutionnelle est. Parce que le statut, nulle part, personne ne peut nous démontrer. Ok? Personne ne peut nous démontrer parce que la Constitution pose le principe de la compétence est d'attribution. Par voie de conséquence, ne pourrait être poursuivi que celui devant un juge auquel la compétence lui a été préalablement attribuée. Mais lorsque vous lisez la Constitution ici, il est nulle part dit qu'un ancien président de la République, un ancien Premier ministre peut être poursuivi. Malheureusement pour Joseph Kabila, il a plusieurs statuts. Pourquoi lorsqu'on poursuit Matata Pogno, on ne le poursuit pas en tant que père de famille? Parce que ça n'a rien à voir. C'est un statut à part, dont les attributions n'ont pas été violées. Mais lorsque on veut poursuivre, si on veut poursuivre Joseph Kabila pour des faits commis à l'époque où il était président de la République, on dira de lui poursuivi devant la Cour constitutionnelle en tant que président de la République au moment de la commission d'infraction. Mais ici, on le poursuit en tant que sénateur à vie. Il est poursuivi en tant que sénateur à vie. Mais qui est le juge? Vous m'aviez donné 5 minutes, ne me dites pas que j'ai déjà consommé mes 5 minutes. Laissez-moi dérouler ce que je dis. Parce que la Constitution est claire. Les mêmes prérequis quant aux poursuites sont aussi, que nous avons cités pour Matata Pogno ici, en tant que sénateur ou en tant que député, c'est-à-dire parlementaire. La loi est claire là-dessus. On dit qu'il faut, quelle est la démarche qu'il faut entreprendre? 1. L'article 75 revient pour dire, sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi, ou le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable, l'Assemblée nationale du Sénat ou de leur bureau, selon le cas, ça c'est lorsque
comment dire, ils sont en vacances parlementaires. Mais lorsque vous revenez à l'article 73, aucun parlementaire ne peut être en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance délit, avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. C'est-à-dire qu'en tant que sénateur, et d'ailleurs, avis ne veut rien dire. Pas des parlementaires, lorsque vous lisez le règlement intérieur, je crois, le règlement intérieur est clair, il est soumis aux mêmes droits et devoirs que d'autres députés. Il n'est pas exempté, il a la qualité. En fait, avis, c'est tout simplement pour dire qu'il n'est pas, il n'a pas été élu de la même manière que tout le monde, mais ça ne change rien en soi. Et je vais dire encore mieux. Je pense que la justice a été élégante. La justice a été élégante. Et d'ailleurs, en d'autres termes, on dirait même que c'est une violation de la Constitution. Parce que on recourt, oui, une violation de la Constitution. C'est-à-dire qu'on recourt à l'autorisation, et pourtant ici il s'agit d'une flagrance. Ah oui. Non. Écoutez, mais c'est ça, c'est clair. On dit ceci. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation, ça veut dire que lorsqu'il y a flagrance, on n'a pas besoin de l'autorisation. Vous qualifiez déjà l'infraction alors qu'on n'a pas encore levé des immunités. La flagrance, attendez un peu. La flagrance, c'est quoi? Ça veut dire que l'infraction venait d'être commise, vous êtes poursuivi par la clameur publique, et au-delà d'être poursuivi par la clameur publique, vous veniez de commettre cette infraction-là. Vous voyez ça? Mais ça fait combien de temps depuis que Kabila est devenu membre du FCC? Il l'a dit même officiellement, il est même allé. FCC, AFC, AFC M23. Mais c'est récent ici. Et d'ailleurs, lorsque vous allez dans la logique habituelle, c'est 8 jours. Mais lorsque vous allez dans la logique juridictionnelle, vous avez une jurisprudence avec Maître Mkonkole, la flagrance est allée jusqu'à 3 mois. Ce qui voudrait dire que nous sommes encore dans les délais, on pouvait déjà commencer directement. Mais pour être élégant, pour ne pas donner lieu à ceux qui pensent que la Constitution de la République ou les lois de la République auraient été violées, ben on a initié une action tendant à solliciter la levée des immunités. Et donc, en tant que sénateur, à vie, ou à vie limitée, ou si vous voulez, mourant, il est justiciable devant la Cour de cassation. Sam Alcon nous a promis d'entamer les procédures. Attendons voir. Maître, vous partagez les mêmes avis que Maître Champion? Ça serait difficile parce que il faut commencer par définir ce que c'est que... Un ancien... Non, une flagrance. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique. Cela se entend, cela dit clairement que sur les faits, vous êtes en train de commettre un fait. Et en ce moment-là, la clameur interpelle, c'est-à-dire le brouhaha, les gens tout autour. C'est pour cela que notre arsenal juridique autorise même une personne tierce d'interpeller quelqu'un qui commet un fait susceptible de violer la loi et de l'amener devant une autorité. Ça ne s'arrête pas là. Ou lorsque elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un délai voisin de l'infraction. Un délai voisin de l'infraction, c'est au moment où l'infraction est commise. Un délai voisin, on peut relativiser, mais ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, parce qu'il y a une rupture dans le temps. Mais au-delà de ça, il faut être porteur des éléments. Dans les 2 cas, vous êtes présent, un fait a été commis, et la clameur publique interpelle les autorités. De d'autres, il faut, dans ce cas-là, lorsque les faits ont été commis, vous avez des éléments susceptibles d'être rapportés à ces faits-là. Dans les 2 cas, je ne vois pas trop le rapport avec Joseph Kabila, le fait qu'il se soit rendu à Goma. Ça, c'est de 1. Vous avez posé la question, effectivement, est-ce qu'on peut poursuivre un ancien président de la République? Oui, parce que c'est... Oui, il a évoqué la Constitution, je ne peux pas lui en vouloir, il a raison quand il parle de la Constitution. Mais lorsque la Constitution est silencieuse, il y a la loi qui parle. Et la loi qui en a fait cas, c'est la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Parce que le silence de la Constitution, effectivement, porte polémique, mais la loi
cette loi de 2018, dans son article 8, si je ne m'abuse, dit ceci. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote de la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Poursuivi en tant qu'ancien chef d'État, oui, pas en tant que sénateur. Oui. Merci. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République, c'est clair, c'est précisé. Puisqu'il n'est plus... Commis dans l'exercice de ses fonctions. Non, pour les actes posés en dehors de l'exercice, c'est-à-dire n'est plus président de la République. Mais c'est clair, c'est du français. Non, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, mais c'est le parce que ça veut dire. Les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. C'est du français. Pour ces actes, les statuts pourtant... il ne sera pas poursuivi. Pour ces actes-là, il ne sera pas poursuivi. Non, justement non, ça dit ceci. Pour les actes commis... Est-ce que vous pouvez relire? Je reviens. L'article 8. Okay. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote de la majorité de 2/3 des membres et de 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Déjà, la loi en soi ne parle pas des présidents en exercice. La loi en soi consacre les anciens présidents de la République. Déjà, l'ambiguïté est levée. Et de deux, puisqu'il n'est plus président de la République, tous les actes commis sont commis en dehors de l'exercice en tant que président de la République. Et on vous dit que pour l'ancien président de la République, pour le poursuivre pour ces actes-là, il faut que les 2 chambres soient réunies pour que... en 2/3 d'ailleurs, pas que ce soit seulement réuni, mais qu'il y ait un vote aux 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par la réglementaire. Merci beaucoup, maître. Alors, maître... aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge d'ancien président de la République élu. Ah, c'est ça. Ça, c'est le deuxième alinéa. Aucun fait nouveau. Oui. C'est-à-dire pour les actes ici... Contradictoire, d'ailleurs. On ne peut même plus le poursuivre. Je voulais aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge d'un ancien président de la République élu. On ne comprend plus. Non, on va vous expliquer. L'ancien président de la République élu. C'est la loi. On va vous aider. Donc, je lis la loi, je ne sais pas. Pour la rébellion et tout ça, on ne peut plus le poursuivre. Je voulais, parce que je connais cette loi, c'est comme ça. Non, attendez. On peut la relire pour... Non, soyons quand même pragmatiques. Soyons pragmatiques. D'abord, on vous pose des principes. Bon, je crois que c'est moi qui dois parler. Il est en train d'exécuter. Il est en train d'exécuter. Non, mais je ne sais pas. Moi, pour moi, quand je lis le français, je comprends. On vous parle dans quel fait, de quel moment on peut poursuivre. Oui, j'ai raison. On peut poursuivre un ancien président de la République. Vous voulez avoir raison. Vous avez raison. Maître, je voulais justement entendre mon estimé confrère, aboutissant à la fin, lire ce bout de phrase-là. Parce qu'effectivement, d'après cette loi, pour tous les actes que l'ancien président de la République élu, il faut bien préciser, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Si vous accédez au pouvoir par coup d'État et tout ça, vous n'êtes pas protégé par cette loi. Mais si vous avez été un ancien président de la République élu, la loi vous dit que pour tout autre acte nouveau, vous ne pouvez plus être poursuivi. Mais pour les infractions que vous aviez commises en dehors des fonctions, mais pendant votre mandat, il faut réunir le Congrès. On parle voilà ce que la loi dit. Maintenant, l'ancien président de la République. Cela dit, je vais apporter beaucoup plus de lumière. Allez-y. D'abord, la question c'est comment est-ce qu'on peut poursuivre un ancien chef d'État. Donc je crois que c'est une question. C'est une question assez complexe. C'est une question complexe. Parce que l'ancien chef d'État, il vient d'être aux fonctions. Il a commis des actes. Parfois, il peut avoir commis des actes infractionnels. Et lorsqu'il sort
parfois même avant qu'il ne puisse même être chef de l'État, il peut avoir commis des actes infractionnels. Et une fois devenu chef de l'État, on ne va pas le poursuivre pour les infractions qu'il avait commises avant qu'il ne soit président de la République. Pour ces infractions-là, les infractions qui sont commises en dehors des fonctions, l'article 167 de la Constitution, l'alinéa 2, 167, alinéa 2 de la Constitution vous dit pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. C'est-à-dire que, une fois sorti de fonctions, et c'est le cas aussi, c'était le cas en France également, et c'est le cas même actuellement, pour les infractions commises en dehors des fonctions, les poursuites sont suspendues, en même temps la prescription. Mais lorsque il sort des fonctions, on peut le poursuivre. Et on va le poursuivre devant quelle juridiction? Là, puisqu'il a commis des infractions en dehors des fonctions, non, ce sera la Cour de cassation parce qu'il va avoir la qualité de sénateur à vie. En tant que sénateur à vie, je peux vous montrer ça ici. Mais seulement ça risque d'être... C'est pourquoi j'ai dit, ça vaut toute une émission. Pour les infractions, excusez-moi, pour ces infractions-là, vous comprenez que les poursuites sont suspendues. Et c'est la juridiction ordinaire. Si vous lisez cette loi ici, je crois, je vais excusez-moi, c'est très important. Ce sera la juridiction ordinaire. Mais les infractions maintenant, parce que c'est là où le problème se pose. Les infractions commises par le chef de l'État, au moment où il était chef de l'État, et les infractions commises dans le cadre de ses fonctions. Vous comprenez? Ouais. Parce que c'est là où se pose généralement le problème. Avant qu'il ne devienne. Non, ça veut dire ceci. Lorsqu'on est président de la République, on a des attributions. Ouais. Il commet une infraction dans ses attributions. Oui. Et en dehors de ses attributions, en étant président de la République. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que vous avez la police des débats. C'est vous qui... tout ça. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai la qualité d'avocat. Non, on ne parle pas d'attribution. S'il vous plaît. On ne parle pas d'attribution. J'ai encore... Fonction, ce n'est pas l'attribution. Non, quand on est en fonction, on ne parle pas d'attribution. Ah, ok. Vous m'avez arraché la parole. C'est lui là-bas qui vous a arraché. C'est lui qui vous a arraché. Vous avez 30 secondes. Je voudrais dire ceci. Je suis avocat. J'ai la qualité d'avocat. Ok? J'interviens ici. Ok? Est-ce que j'exerce la fonction d'avocat? Non. Ok? Vous voyez ça? Je suis avocat, mais je viens commettre un forfait ici. On me poursuit pour des faits que j'ai commis ici, en état en dehors de mes attributions, de ma fonction d'avocat. Vous voyez ça? Parce qu'on a l'exercice de la fonction. Pendant qu'on exerce la fonction, on a des attributions qui sont rattachées. Maître enchaîné, alors on chute comme ça, on remet la parole à Maître Richard. On aurait pu beaucoup lire. Hein? La Cour est la juridiction pénale du président de la République. Excusez-moi. La Cour est la juridiction pénale du président de la République. Je suis à l'article 72 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié. Ça, ce sont des infractions politiques. Lorsque le chef de l'État commet ces infractions dans le cadre de ses fonctions, et qu'il soit poursuivi pendant qu'il est en fonction, aucun problème ne se pose parce que déjà, c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher. Mais lorsque et c'est aussi l'article 164 de la Constitution, mais elle connaît aussi des infractions de droit commun.
La Cour constitutionnelle. Non, la Cour constitutionnelle. Non, je dis pas non, ici, vous avez la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Oui, oui. Elle connaît aussi des infractions de droit commun commises par l'un ou l'autre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Vous voyez? C'est pourquoi, lorsqu'on a, pour les infractions, n'est-ce pas, politiques ici, on n'a pas cherché à savoir si c'est commis dans l'exercice ou en dehors de l'exercice. Le problème en exercice ou en dehors de l'exercice, c'est pour les infractions de droit commun. Maintenant, pour les infractions de droit commun là, qui sont commises en dehors de l'exercice, c'est l'article 167. Pour ces infractions, les poursuites seront suspendues. Parce que pour les infractions commises dans le cadre des fonctions, même si elles sont de droit commun, c'est la Cour constitutionnelle qui va le poursuivre. Laissez-moi avancer, parce qu'il y a un problème des immunités. Nous n'avons pas touché jusque-là. Nous sommes sur la... On ne va pas tout terminer aujourd'hui. C'est pourquoi j'avais dit la question... Merci. La question de la compétence. La question de compétence va nous prendre beaucoup de temps. Laissez-moi maintenant aborder le problème des immunités. Des immunités. Maître Pina peut-être va y répondre. J'aurais pu abonder dans votre sens si nous arrivions à faire le distinguo entre l'individu et la fonction. Alors que ici, la Constitution de la République confond l'individu à la fonction. La fonction, c'est-à-dire que c'est lui qui est l'institution président de la République, c'est le président, institut personnel, la personne. Ce n'est pas la qualité. C'est-à-dire c'est le président qui est une institution. Mais nous parlons de la responsabilité pénale. Non, mais j'y arrive. C'est-à-dire en aucun moment, vous pouvez me dire qu'il agit en dehors de ses fonctions. Puisque, oui, en aucun moment, vous pouvez me dire qu'il est en dehors de ses fonctions. C'est le président qui est une institution à part entière. À quel moment il n'est pas président pour dire qu'il a commis des actes en dehors de ses... Non, mais... Lorsqu'il achète une chèvre, il vole une chèvre, il la vole dans le cadre de ses fonctions. C'est vous qui décidez. Il commet un acte, s'il vous plaît. Maître, dans 2 minutes, on termine, comme ça, le président Tshisekedi, ils ont pris beaucoup de temps. Il est au bord de son véhicule. Abimina, madame, c'est l'institution président de la République. Vous allez vous voyez en allant. C'est la personne. Qu'est-ce qui confère? Ah, c'est la personne. Qu'est-ce qui confère en fait, l'institutionnalisation de la personne du président, de l'individu président de la République? Mais c'est les statuts du président de la République. C'est les statuts. Dès qu'il a perdu ces statuts-là, il n'est plus une institution. Maître, la question c'est que quand est-ce que Félix Tshisekedi engage la République? Il engage la République lorsqu'il a prêté serment. Jusqu'à la fin. Il devient, merci. Il devient institution de la République. Mais quand est-ce qu'il commet les infractions en dehors de ses fonctions? Voilà, quand il mange du foufou chez lui, il engage la République. Non, attendez un peu. Est-ce qu'il peut manger le foufou tout seul sans sa garde? Est-ce qu'il peut manger ce foufou tout seul sans sa garde? La sécurité, ça la protection de l'État. Laissons Maître terminer. Ce ne sont pas les gardes qui confèrent la qualité du président de la République. Il est une institution, il reste. Merci. Maintenant, j'ai dit, il prend son véhicule, il met femme et enfant dedans. Il va maintenant à Kinkole. En allant à Kinkole, il fait un accident. En vacances. En vacances. Ok. Il est toujours une institution. Il va en vacances. Pour se détendre, il commet un accident de véhicule et une personne meurt. Est-ce que c'était dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de l'exercice de ses fonctions? Il a l'immunité en permanence. Il n'y a pas d'exercice en dehors. Non, il n'y a pas d'exercice, c'est la personne qui est quoi. On retire qu'on me signale qu'on a fini. Bon, ce serait mieux qu'on ait un autre débat. Sans problème. Rien que sur la question de poursuite d'un ancien chef d'État. Ancien chef de l'État et ancien Premier ministre. On retient quoi? Et ici, nous devons retenir ceci, que l'ancien président de la République ne peut être poursuivi parce que la loi ne le dit pas. Que ce soit la Constitution ou la loi. Pourquoi? Parce que les statuts qui est jugé, puisque nous parlons du statut, président de la République, ancien président de la République, Premier ministre, ancien Premier ministre. Et donc, si nous allons dans la logique du droit, parce que la source du droit, ce n'est pas seulement la Constitution, ce n'est pas seulement
la loi de la République, mais c'est aussi la jurisprudence, la doctrine, et ainsi de suite. La doctrine voudrait que l'on évoque la question de la cristallisation de la qualité et de l'infraction. C'est-à-dire que nous retournons à l'époque de la commission de l'infraction, nous définissons qu'est-ce qu'il était. Voilà pourquoi il est dit un ancien président. Mais est-ce que je je conclurai en disant ceci. Ici, Joseph Kabila ne va pas être poursuivi en tant qu'ancien président de la République parce que les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui ne relèvent pas de l'époque où il était en fonction, mais c'est plutôt après sa fonction. Et donc, je crois que c'est en tant que sénateur à vie, en tant que sénateur qui devrait être poursuivi. Maître, on retient quoi sur cette question? Il faut retenir que, pour moi, ça me semble peut-être évident, que vous montiez, vous descendez. Quand on est élu président de la République, on est investi, on n'a plus une parcelle en dehors de la souveraineté qui vous est donnée, c'est-à-dire cette attribution particulière d'être une institution. Vous êtes une institution à part entière et tout le temps. Quand vous mangez votre foufou, vous bénéficiez de la même protection que le président lors de ses fonctions. Il n'y a pas un moment où vous vous dites « je ne suis pas président de la République, je peux commettre des effets ». C'est pour cela que même, sinon vous allez réfléchir comment en disant « pendant que je ne suis pas président de la République, je vais acheter une parcelle ». Pourquoi pas? Alors dans cette absurdité. Alors que vous savez que demain, vous allez prendre des dispositions sur un lotissement donné, on vous a ramené... Merci. Oui, mais alors là, la Constitution ne vous a pas dit qu'on peut être président de la République dans ses actes et pas à ce moment. C'est moi qui ai la parole. Hein. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Laissez-moi excusez-moi. D'abord, je vais dire que si on pouvait personnaliser le débat, parce qu'il s'agit de Joseph Kabila, il faut savoir que les faits qui lui sont reprochés d'abord sont des crimes de guerre, des crimes de génocide et d'actes, n'est-ce pas? Pour ces crimes-là, nous savons que l'article 27 du statut de Rome pose le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle. Cela voudrait dire qu'en cette matière, vous ne vous prévalez même d'aucune immunité. Si on ne peut pas le poursuivre ici, il y aura la compétence de la CPI qui est une compétence subsidiaire. Donc c'est pourquoi la loi dont on vous a fait lecture, c'est pas l'injonction que vous avez donnée là-bas. Il faut des éléments. Ici vous donnez l'injonction. Là-bas vous n'avez pas donné l'injonction. Ça amène beaucoup de débats. Quand on va arriver à ça, vous allez voir que j'ai complètement raison. Même devant le cours des tribunaux, on peut se prévaloir de la disposition du statut de Rome, parce qu'il s'agit d'une source de droit. Oui, mais l'article 53 de notre code pénal, l'article 53 terre, même dans le code de justice militaire, cette question exclut, on exclut les immunités. Et même en droit belge d'ailleurs, comme le droit belge a adhéré à ça, on a dit qu'on a sacrifié même le roi, même le roi de la Belgique. Improvisation. Merci également à Maître Eric Bissello. Franchement, dans le débat normal. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces matins. Mais le droit, c'est beau. Hein.